Au cœur de la mer des Caraïbes, à 7200 km de Paris, l'archipel de la Guadeloupe. Un groupe de 6 îles découvert et baptisé par Christophe Colomb en 1493. Aujourd'hui, ces îles abritent l'un des 10 parcs nationaux français, le premier créé outre-mer. Il protège une partie du littoral, des dizaines d'îlots, des kilomètres de marécages et le volcan de la Soufrière. Le parc est un conservatoire des plus beaux paysages de la Guadeloupe et de sa magnifique forêt tropicale. Ce site exceptionnel, Patrice Segrettier l'arpente presque tous les jours. Par amour de la forêt, ce Guadeloupéen a choisi il y a 15 ans de devenir l'un des 14 gardes du parc. C'est le châtaignier de Guadeloupe. Il développe des racines qui sont énormes, à contrefort, comme on dit, il n'y a qu'à voir comment il est, pour justement permettre, parce qu'il peut faire 30-40 mètres de haut, le permettre de se tenir bien au sol. Cette gigantesque forêt primaire, Patrice va la faire découvrir demain à un tout nouveau garde. Fabien Salle est arrivé de métropole il y a tout juste une semaine. Et aujourd'hui, il réceptionne ses mâles. Après avoir été garde dans le parc national des Pyrénées, il vient de décrocher un poste en Guadeloupe. Ils sont peut-être pas dans celui-là. Un changement de vie radical. Voilà, il y a les fringues, les moufles, les gants, les guêtres sont superflus. Mais c'est vrai qu'on a besoin de moins de fringues quand même ici que dans les Pyrénées, quoi. Vous allez retourner un peu à l'école pendant quelques mois? Ah oui, quelques mois, oui, c'est un minimum, quoi. En essayant de voir un maximum de choses, des choses très variées, quoi. Donc aussi bien le côté soufrière, le côté forêt, bien sûr, qui est très présent sur la Guadeloupe. Et puis, bon, un petit peu le côté marin, quand même. Il y a des choses très sympas, quoi. La forêt guadeloupéenne attire de plus en plus les amoureux de la nature. L'an passé, ils étaient plus de 200 000 à la sillonner. Ah tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, le nouveau garde y fait ses premiers pas. C'est le clusia mangle. Alors le fruit s'ouvre à maturité en étoile. Pour mieux protéger cette forêt, Fabien doit tout apprendre. Et c'est Patrice qui l'initie. Quand tu regardes tout autour de toi, c'est pratiquement les mêmes espèces qu'on retrouve, surtout le gommier, il est dominant ici. C'est très dur comme bois, hein. Ça se creuse pas, c'est pas du bois tendre. C'est impressionnant le nombre de lianes, là. C'est une autre dimension, quoi. L'a priori qu'on pourrait avoir, c'est la Guadeloupe, ce sont des plages, des cocotiers. C'est le côté carte postale, quoi. C'est vrai que dès qu'on s'enfonce un peu dans l'intérieur, on a vraiment autre chose, quoi. Et bien souvent, ce qu'il y a à découvrir, c'est quand même là, quoi. Là où il y a moins de fréquentation, où il y a un milieu qui est quand même beaucoup plus préservé. Après, il faut être curieux, quoi. Il faut aller chercher. Non, la Guadeloupe, je pense que Patrice ne va pas me démentir. Elle a trop longtemps été vendue comme ça, comme destination plage, plage cocotier, soleil. Nous, on a quand même la forêt. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et depuis quelques années, quand même, la destination Guadeloupe est vue comme une destination tourisme vert. On a toujours quelque chose à apprendre dans la forêt, toujours. Au cœur du parc, le plus grand étang naturel de Guadeloupe. Les gardes y ont bâti un poste d'observation. Ici, quand on est là, Pour Fabien, l'initiation continue. Il faut identifier les oiseaux. Patrice les connaît tous et surtout, c'est les attirer. La poule, ça c'est la poule.
Ça ne va pas tarder à passer par là, moi, je suis sûr. Sinon, tout à l'heure, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais il y avait le tapis, le pic noir, le pic de Guadeloupe. Espèce endémique. Il n'était pas très loin, hein. C'est lui que t'imitais tout à l'heure, là? Ouais, bon, on peut le faire, hein. Peut-être avec un peu de chance, il reviendra. Hein. Ça y est. Ça, c'est le pic. Ça, c'est le pic. D'accord. Là, il a entendu. Qu'on appelle le tapeur tapé aussi. Le tapé. Pas mal, ça. Aujourd'hui, l'observation et le comptage font partie des missions des gardes. Dans le parc, la chasse et la pêche sont interdites. Pourtant, le braconnage est encore fréquent. Alors Patrice apprend à Fabien à ouvrir l'œil. Sur l'une des chutes de la rivière Grosse-Corde, il vient de repérer quelque chose de suspect. Une pierre qui sert à appâter les wassous, des grosses crevettes d'eau douce. Voilà, ça prouve qu'il y a le braconnage. Ça c'est fait pour appâter, en fait c'est une ficelle qu'ils attachent à un caillou. Ils le mettent Au fond de l'eau, là? Ils le mettent au fond de l'eau. Mais surtout, ce qu'ils mettent dedans, c'est un bout de coco. Et la noix de coco, en fait, le morceau de coco va attirer les bestioles. D'accord. Alors ça sera déjà une information pour savoir Ouais. s'il y a des bêtes dedans. Parce qu'avec ce procédé, ils vont pas les capturer, quoi. C'est pour voir s'il y en a, quoi. Ils vont les prendre à la fourchette le D'accord, soir. la fourche, ouais. Bon, ça c'est du braconnage pur et simple, hein. À quel âge vous avez commencé à aller en forêt, vous, Patrice? Dès l'âge de 8-9 ans, j'ai eu cette initiation avec des chasseurs et la famille, ouais. Et c'est vrai qu'à partir de l'âge de 17-18 ans, je me retrouvais plus dans cette ambiance de chasseur. Mais cette approche que j'ai en mission anti-braconnage ou repérer des choses qui sont très louches, ça j'ai appris ça avec eux. Tiens, juste là, tu as un cacador. C'est les petites crevettes là qui... T'as vu ce petit poisson, là, avec les... Ouais, des gobies. Les reflets C'est- verdâtres, là? Voilà, c'est C'est des poisson. gobies, ça? Ouais, des gobies. Le fait d'être agent de terrain, c'est déjà me retrouver dans cet espace extraordinaire que les gens ne connaissent pas forcément, qu'on est en train de découvrir ici en Guadeloupe, en tout cas, cette approche avec la nature. Ça a été un peu négligé, méprisé même, la nature. Pouvoir le faire passer aux autres, c'est une de mes grosses missions. Faire en sorte que les Guadeloupéens puissent s'approprier ce milieu-là, qui est extraordinaire. Donc là, ce que tu as vu aujourd'hui, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'on aura à voir, hein. Mais c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses. Surplombant l'archipel, presque constamment noyé dans les nuages, voici le lieu emblématique du parc national, la Soufrière. Point culminant des Petites Antilles, la Soufrière est un volcan toujours actif. Sa dernière éruption remonte à 1976. À l'époque, on craint le pire. 72 000 personnes sont évacuées. Les pouvoirs publics ont décidé très vite. Personne ne restera sur place. En quelques heures, il faut tout déménager. L'exode, le mot n'est pas trop fort, va se faire sans panique, malgré la menace permanente d'une explosion ressemblant à celle de plusieurs bombes atomiques. Des roches sont projetées autour du cratère et la terre tremble plusieurs fois. L'alerte n'est finalement levée que 4 mois plus tard. Depuis, la vieille dame se tient tranquille. Pourtant, la Soufrière est l'un des volcans les plus surveillés au monde. Ah, la Soufrière. Chaque semaine, une équipe de scientifiques se rend à son chevet, toujours assistée de 2 gardes. Tu vas faire arriver Fabien, là. Il va croire qu'on va se reposer. Aujourd'hui,
c'est au tour de Patrice et de Fabien. On devrait être arrivé, non? Fabien, premier plateau. D'accord. La soufrière a fait naître de nombreuses légendes, notamment à l'époque de l'esclavage. Il y a un peu de mystique. On l'appelle la vieille dame déjà. Donc c'est déjà une connotation un peu vieille sorcière, tout ce qu'on veut. Alors que dans la logique des choses, le volcan de la Soufrière, c'est un jeune volcan, c'est un bébé. On l'a aussi appelé le volcan la montagne au diable. Il faut savoir que période de l'abolition de l'esclavage, quand un esclave fuyait dans la montagne, et les maîtres se sont servis de ça pour dire que la montagne elle est maudite parce que vous allez vous faire tuer par les marrons. Mais en fait, bon, ben, c'est pure histoire. La soufrière et ses légendes. Un patrimoine que Fabien va devoir apprendre pour le restituer à son tour aux visiteurs qu'il encadrera dans quelques semaines. Après 1h30 de marche, à 1467 mètres d'altitude, le sommet du volcan. Surnommé la découverte, c'est le terrain de prédilection des scientifiques. Le groupe est dirigé par Christian Anténor. Ce vulcanologue a passé 30 ans de sa vie au chevet de la soufrière. Nous sommes au sommet, nous sommes au milieu, et physiquement, il n'y a pas vraiment de cratère. En fait, on a des gouffres. On est sur un dôme volcanique qui est fissuré de toutes parts. Et de ces fissures sort de la vapeur d'eau. On craint quoi concrètement? On ne craint rien, on fait simplement notre travail d'évaluation de l'état de santé du volcan. Donc c'est d'ouvrir grand les yeux et les oreilles et de voir comment le paysage évolue déjà là-haut, de voir comment est la montagne quand la visibilité comme aujourd'hui le permet. Assistée de Patrice et de Fabien, Céline, une jeune scientifique, met en place un capteur pour prélever des gaz. C'est la seule façon de prendre le pouls du volcan. C'est pas un volcan éteint, mais nous n'avons pas de manifestation de remontée de magma en profondeur. Mais on peut pas dire que, enfin là on voit bien, hein, on s'en prend plein la figure, on n'est pas sur un volcan éteint. D'où la nécessité de le surveiller. Donc là on entre dans la zone interdite au public. Dans ce paysage lunaire, les gaz sont nocifs et parfois mortels. Alors pour se protéger des émanations de soufre et des projections d'acide, un équipement adapté est indispensable. Thierry va descendre là dans la fumerole, au ras de la fumerole, et il va mettre un tube et on va faire venir la fumerole jusqu'ici en fait. Donc il va descendre tout équipé en bas. Ça marchait, hein, regardez. Les prélèvements sont effectués chaque semaine. Pour les vulcanologues, c'est la seule méthode fiable pour détecter le moindre signe de réveil du volcan. On voit rien avec ça. On voit rien du tout. Ah! Fin de l'opération, les échantillons de gaz seront ensuite acheminés au pied de la soufrière pour être analysés dans un laboratoire. Patrice profite du point de vue pour donner à Fabien une petite leçon de géographie. On sait que Saint-Claude est là. Alors quand on est, suivant où on se trouve sur le volcan, on peut arriver à s'orienter. Et souvent, bon, on bosse dans l'imaginaire parce que là, tout de suite, ça se couvre. On ne sait plus où on est. Vous n'êtes pas totalement dépaysé, Fabien. Non, bah, c'est vrai que les montagnes, quelles qu'elles soient, on retrouve des phénomènes identiques partout à travers le monde, quoi, hein, c'est vrai. Mais si, quand je vois ça, je suis quand même vachement dépaysé, quoi. Parce que, alors je suis jamais monté sur la soufrière et c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est vrai quand il y a des nouveaux comme ça, on dit c'est difficile. Il est impératif déjà dans un premier temps qu'ils s'approprient le territoire. Donc ça va pas être évident tout de suite et rentrer un peu plus dans un terme que tu vas apprendre tout de suite, le non de la chose. C'est dans le vif du sujet. Le non.
Dans une semaine, changement d'horizon pour Fabien. Il découvrira d'autres paysages, maritimes cette fois, avec les îlets de Petite Terre. Une réserve naturelle qui abrite l'une des plus grandes colonies d'iguanes au monde. Entre la mer et la montagne, posée sur les pentes de la Soufrière, la vallée de Grande-Rivière. À la lisière du parc national, là aussi des hommes se battent pour conserver un patrimoine précieux. Voici le temple de la vanille en Guadeloupe, le domaine de Victor Nelson. À 70 ans, il s'est levé tôt ce matin pour effectuer un travail capital, la fécondation de la vanille. Une orchidée qui ne fleurit qu'une fois par an, entre mars et mai. C'est pendant cette période qu'il faut les inséminer une à une. Une opération délicate qu'il réalise avec son fils, Joël. On a quelques heures pour le faire puisque cette fleur s'ouvre vers 3 heures du matin, 3-4 heures du matin pour se faner 7-8 heures plus tard. Ça veut dire que c'est une course contre la montre. Vous pouvez en faire combien dans la journée? On arrive à faire plus de 300. Plus de 300. C'est pourquoi il faut aller vite. Pour la fécondation, Victor et Joël, munis d'une simple épine d'oranger, mettent en contact les parties mâles et les parties femelles de la vanille. Ensuite, la tige de la fleur va se transformer en gousse. Cette gousse que vous voyez là, il faudra que j'attende 9 mois. Elle va grandir, je suppose qu'elle va atteindre ses 18 cm à 20 cm pour pouvoir la récolter. Voyez. Après la récolte, il faudra encore 10 mois de travail avant de transformer la gousse en bâton de vanille, ce qui en fait l'une des épices les plus chères au monde. Mais attention, la vanille a un ennemi. Ah, je vois un petit peu, bon, c'est pas tellement méchant, mais je vois un petit peu le prédateur, un petit peu de notre vanille. C'est où? C'est là, vous voyez, c'est un petit lézard. En créole, on dit l'anoli. Chez nous, on dit c'est l'anoli. Alors des fois, on arrive pour féconder la fleur, on ne trouve pas ça, il a déjà mangé. Assez souvent, ça arrive. Ça nous fait un peu de dégâts sur la vanille. Cette culture-là, elle refuse engrais chimiques. Ça brûle les racines. Donc vous savez ce qu'on met au pied du vanillier? On met des noix de coco, on met des morceaux de tronc, vous voyez, des choses comme ça, pour conserver l'humidité. Donc pour le sol, pour la nappe phréatique, c'est parfait. Donc ce qui fait que demande le peuple pour la vanille? On est dans la notion de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de culture biologique, c'est un gros mot qui est à la mode. Mais vous savez, nos parents, nos grands-parents, ils faisaient ça déjà. Avec une centaine de kilos par an, aujourd'hui la production de vanille ne suffit pas pour faire vivre la famille Nelson. Alors ils ont eu l'idée de relancer la culture du café. Mais pas n'importe lequel, ils ont replanté de vieux plants d'une variété d'arabica. Regarde tout ça comme c'est joli. Il est magnifique ce café, magnifique. Ça, c'est une récolte prometteuse. Le café, il est bon parce qu'il faut le ramasser comme ça, rouge comme ça. À force de soins et de ténacité, le café de la famille Nelson est aujourd'hui un grand cru. Si on veut vraiment se démarquer des autres pays producteurs de café, il faut qu'on fasse une filière dite de qualité. Nous, on a préféré avoir des petits rendements. Il y a combien de paquets de café sur un arbre? Là, il y a 2 petites pochettes de café à 250 grammes. Même pas. Vous voyez? Donc c'est peu. Une fois le café récolté, il faut le sécher. Une étape décisive.
Sur ces longs tiroirs grillagés, une partie de la récolte de l'an passé. Le trésor des Nelson. Comment on reconnaît la maturité concrètement? Le son. Le son, la couleur. On voit qu'il est jaune or. Puis il y a aussi un petit moyen subtil aussi. Quand on le prend entre le pouce et l'index et qu'on essaie d'écraser la graine, il est parfait là, et ça se décortique facilement. Quand il vient d'être récolté, le son est totalement différent, c'est incroyable. Il n'y a même pas de son. Quand on vient de récolter et puis on le met là, il n'y a pratiquement pas de son. Et là, ça vous parle là? Là, ça parle. Et puis vous savez, il faut vraiment être sûr de son fait. S'il n'est pas sec, on le décortique, vous avez raté le café, votre café. Et nous, on a choisi le séchage naturel. Oh, il y a une année de travail là. On va être un peu chauvin, on va dire qu'on va faire un café français. Là, un café de Guadeloupe, même s'il y en a peu. L'archipel est un gigantesque réservoir de richesses naturelles. Une nature presque intacte malgré les activités de l'homme. Un conservatoire que les Guadeloupéens apprennent à préserver et pour lequel ils se mobilisent. Loin des plages et des circuits touristiques, un botaniste, Félix Lurel, tente de relancer des cultures disparues. Pour cela, il a créé une association, Biodiversité. En Guadeloupe, nous sommes dans un des 34 ou 35 lieux où la biodiversité, c'est-à-dire la richesse biologique, les plantes, les animaux, les paysages, on sait que cette richesse est exceptionnelle, mais elle est aussi très menacée. Et donc, il faut bien entendu que l'on puisse s'impliquer, que l'on puisse agir efficacement. Et c'est l'affaire de tous. Depuis 2 ans, Félix a entrepris un inventaire de la faune et de la flore. Pour le compléter, il fait appel à des femmes. Mémoire de la vallée, elles en connaissent toutes les plantes. Et tu connais cette plante-là? Ça, c'est du cajou amer. Iphigénie habite Beaugendre depuis plus de 50 ans. Cajou amer, c'est bon pour le bain. Cet après-midi, elle a invité Gervaise et Marie-Hélène dans son jardin. L'hibiscus, c'est bon pour la peau. Ça, c'est bon pour la peau. Moi, j'adore. Et puis, tu peux te laver les cheveux aussi avec. Voilà, c'est bon pour les cheveux. Au programme, une cueillette de plantes aux vertus médicinales ou cosmétiques. Un véritable institut de beauté à portée de main. Cassialata ou dati. On prend trois feuilles. 3 feuilles, avec 3 feuilles, on se nettoie tous les jours pendant 9 jours. Une seule feuille pour fermenter. Voilà. Ces 3 femmes ont appris à connaître les vertus de chacune des plantes de la vallée, mais aussi leur toxicité. Et attention, hein. Faites très attention parce qu'il y a le poil à gratter ici, c'est ça. Si ça vous tombe dessus, dans cette chaleur-là, vous allez vous déshabiller et vous mettre à courir nu dans la route. Je vous dis ça. Hein. Ça sert pour les parasites. Qu'est-ce qui vous a appris tout ça, vous? Ce sont mes parents, c'est ma grand-mère. Et ma mère, après, a fait la succession. Et moi aussi, après, c'est pareil. Hein. Avant, on n'avait pas de médecin. Et donc, ce sont les rebouteuses, les dames, les personnes âgées qui donnaient des plantes. Et quelle que soit la maladie qu'on avait, elles arrivaient à guérir. Ça, c'est pour la tension. Il y a le machin pour le cholestérol. Chaque plante a une utilité. Chaque plante, on fait quelque chose avec. Oui, on fait le thé et on met un petit bout, mais il faut savoir comment l'utiliser. Comme me disait le docteur, vous avez beaucoup de plantes médicinales autour de vous, mais il faut savoir les utiliser. Deux fois par mois, à l'heure du thé, Félix Lurel a rendez-vous chez Iphigénie. Il recueille ce savoir ancestral avant qu'il ne disparaisse.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle pois d'Angole, pois de bois, c'est Cajanus cajan, parce que toutes les plantes ont un nom scientifique international. Ah, d'accord. Par contre, pois d'Angole, pois de bois, etc., ça peut changer. Dans la vallée même, les gens peuvent avoir des noms différents. Oui, oui. Alors par contre, Cajanus cajan, je l'ai, voilà, c'est bien. Cajanus cajan. C'est Cajanus cajan, son nom latin. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en fais, ça, justement? Ça, c'est cajou senti, cajou amer? Oui. Qu'est-ce que tu en fais? Gros pied. C'est pour se baigner. Ah, d'accord. Alors, cajou senti, c'est une plante américaine, Cedrela odorata. Donc, je mets un petit 1 pour dire que c'est bien présent. Alors, ça, c'est une espèce intéressante. On fait des bains avec. C'est ce que vous appelez la belle mexicaine, mamie? Oui, c'est la belle mexicaine. Voilà, la belle mexicaine, elle vient du Mexique. Elle vient d'Amérique centrale, mais elle est très utilisée localement. Elle est très utilisée. En quoi elles peuvent vous aider, ces dames? Ben justement, parce qu'on regarde quel usage qu'elles font des plantes. Quel est l'usage principal? Pourquoi c'est vraiment le plus utilisé? Pourquoi où c'est vraiment très efficace? Et à ce moment-là, avec les scientifiques de l'université, les scientifiques, les personnes qui s'intéressent, des pharmaciens et autres, on peut justement étudier après les propriétés de la plante, au plan chimique, voir quelles sont les molécules, quelle est la composition de cette plante. Ça veut dire que les remèdes de bonne femme sont parfois utiles? Mais tout à fait, parce que de toute façon, si elles ont passé les âges, toutes ces dames, en tout cas, c'est parce qu'elles ont pu se soigner. Et effectivement, il n'y avait pas une pharmacopée aussi facile d'accès comme maintenant. En 2 ans, Félix a déjà recensé près de 250 plantes. Toutes étaient déjà utilisées par les Amérindiens, les premiers habitants de la Guadeloupe. Tout ce savoir qu'il a entrepris de sauvegarder, Félix le restitue maintenant aux habitants de sa vallée à l'occasion de sorties. Tout commence par un arbre emblématique de l'archipel. Vous avez repéré cet arbre, n'est-ce pas? Donc voilà notre fromager qui est une espèce donc emblématique de cet étage-là, dans la zone de forêt sèche. Vous voyez qu'il y a des épines en fait sur le tronc. Donc il y a beaucoup de légendes autour de ces arbres, il y a aussi beaucoup d'histoires. On pouvait y mettre des trésors parce que ça se voyait de loin. C'est un arbre qu'on le redoute beaucoup. Parce que quand il y avait des esclaves récalcitrants ou bien qui voulaient donc s'échapper, pour montrer vraiment tout le village et faire exemple, on pouvait suspendre comme ça les têtes. Dans cet arbre-là, ça se voyait de loin. Donc les gens craignent beaucoup, c'est l'arbre au Soukounian. Les esprits qui errent et qui viennent se poser là, les esprits qui n'ont pas eu de sépulture. Voilà, donc si vous voulez couper un fromager, ça va être très difficile. On ne trouvera personne. Et puis il fait du coton, vous avez vu? C'est un coton qu'on va utiliser beaucoup pour faire des oreillers, pour des matelas. Il y a une richesse qui est là et qui est assez méconnue, je pense, même pour certains Guadeloupéens. Donc s'arrêter, prendre le temps, flâner, profiter justement de balades comme on fait là actuellement, pour apprendre cette richesse qui se trouve à nos côtés, qui se trouve là. Donc ça c'est quelque chose de prodigieux. À vrai dire, quand on se trouve en Europe, on n'a pas cette diversité aussi forte. Souvent on passe à côté des choses et on ne les voit pas. Pourtant on vit là tous les jours. Pour le déjeuner, Félix réserve une surprise. Le botaniste s'est fixé une autre mission, sauver les recettes traditionnelles. Comme le chobozo. Et on s'en régale. Vous avez quelque chose de typique, de local, qui fait au feu, de bois. Et aussi on a l'odeur de la fumée qui sort, qui donne envie de manger quelque chose, ça régale. Le chobozo, mélange de légumes et de viande, est un plat que l'on servait traditionnellement pour les fêtes de famille. On met beaucoup d'haricots dans nos plats. Et puis la cuisine, si tu veux, elle reflète bien toute notre histoire, quoi. On a une partie africaine, une partie amérindienne. Les Indiens, avec par exemple le curry qu'on peut trouver dans certains plats.
Par exemple, la farine de manioc, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup aussi aux Antilles. Le piment, il est partout. On met du piment partout. C'est notre histoire. C'est melting pot. Si on entend beaucoup parler ici en Guadeloupe, c'est les fameux plats traditionnels, le colombo, le wassou, etc. Ce plat-là, je ne le connaissais pas. Ignorant complètement. Voilà, là on est dans la vraie cuisine. Voilà, là c'est la table chez l'habitant. Ça c'est la bonne table chez l'habitant. C'est pas du tout le produit effectivement qui est galvaudé ou que l'on va retrouver dans, je sais pas moi, dans les guides et autres. Ça on a vraiment là les produits frais du jardin qui sont mis en valeur dans un plat chez l'habitant et voilà. Délicieux. C'est excellent. J'ai dit, très bon. C'est local, hein. Nous quittons la vallée de Beaugendre et la forêt tropicale pour les côtes de l'archipel. Le parc national en Guadeloupe, c'est aussi 3700 hectares de réserves naturelles marines labellisées par l'UNESCO. À quelques encablures de Pointe-à-Pitre, le site de Grand Cul de Sac-Marin est le lagon le plus étendu des Petites Antilles. Ici, chaque jour, les gardes observent des dizaines d'îlots. Pour des millions d'oiseaux, ce sont de véritables refuges. Ce qui préoccupe les gardes, c'est la santé de la mangrove. Cette gigantesque forêt maritime est une barrière naturelle contre l'érosion. Un écosystème particulièrement fragile. Il y a 20 ans, elle a même failli disparaître au profit de gigantesques programmes immobiliers. Tu vois, l'eau est assez claire, là. On voit le fond, il y a quoi? Il y a un peu plus d'1 mètre d'eau. On voit quand même le fond, on voit les feuilles en décomposition. Denis Giroux, le directeur du parc, se bat pour que cette mangrove ne soit pas grignotée par la ville de Pointe-à-Pitre. On est vraiment en pleine nature, mais à vol d'oiseau. J'en ai à 1 kilomètre de l'aéroport, 1 kilomètre du plus gros centre commercial de la Guadeloupe, etc. Donc c'est vrai que les questions d'urbanisation, c'est la principale menace pour les milieux, c'est leur intégrité liée à l'urbanisation. Les mangroves, c'est une véritable nurserie pour un grand nombre d'animaux qui se reproduisent ou nichent dans les mangroves pour vivre ensuite un peu plus lent leur vie adulte autour du littoral. Tout ça, c'est les huîtres. Ouais, huîtres de palétuvier. C'est plus conseillé de les manger, mais pendant très longtemps, elles ont été mangées de très bonne qualité. Les racines immergées des palétuviers abritent aujourd'hui plus de 250 variétés de poissons. Éponges, barracudas, étoiles de mer y sont maintenant de retour. Depuis qu'elle fait partie du parc national, la mangrove est devenue un sanctuaire. Aujourd'hui, elle semble sauvée. Les îlets de Petite Terre, à 1 heure des côtes en bateau, un autre joyau écologique, lui aussi particulièrement surveillé. La pêche et la chasse y sont interdites. Car ce petit archipel est aussi une réserve naturelle.
Joël Berchel et Alain Saint-Auret sont là pour faire appliquer le règlement. Ce sont les seuls habitants de l'île. Ils sont les gardiens de ce petit paradis où jusque dans les années 70, des agriculteurs travaillaient encore. Quand je venais là avec mon père, on habitait dans cette petite maison en tôle. Dès qu'il y avait une journée de vacances, de toute façon, moi j'étais ici. Et mon père, lui, il vivait plus ou moins là. Parce qu'il avait encore ses 250 cabris. Il nous arrivait de passer 3-4 semaines sans voir un bateau venir sur l'île. On était tout seuls. Après, quand ça a commencé à être plus ou moins connu, que les gens ont vraiment commencé à fréquenter ce site, je l'ai vu se dégrader de jour en jour. Alors en 1998, le décret tombe. Petite Terre devient à son tour un sanctuaire. Quand j'entame le tour de l'îlet pour voir comment évoluent les espèces marines, et là de voir pas mal de burgos par exemple, qui est un petit mollusque, un coquillage assez recherché. Quand je suis arrivé ici, il n'y en avait quasiment plus, on n'en voyait quasiment pas. Quand je les vois dans la réserve, je me dis, ben bon, c'est motivant. Ça ne peut être que motivant de voir que quelque part on réussit. Donc il y a des trucs qui se font mais qui sont vraiment bien. Moi je trouve que ça aille dans ce sens, je serais très content. Quoi. Que ça continue. Aujourd'hui, le lagon est redevenu un vivier naturel pour des dizaines d'espèces de poissons et de crustacés. Le règlement de la réserve est strict, pas plus de 200 visiteurs par jour. Le tourisme et les pique-niques y sont seulement tolérés. Joël et Alain profitent de chacune de leurs rencontres pour faire passer leur message. Ce matin, c'est un pêcheur qui s'est installé sur la plage pour faire un barbecue. Si lui respecte l'interdiction et pêche hors de la réserve, ce n'est pas le cas de tous. Quel est l'intérêt que les pêcheurs respectent la zone? Puisque c'est des pêcheurs quand même. Ils sont là pour gagner leur vie. C'est le rôle de la réserve. Le rôle de la réserve sur les espèces marines, c'est de servir de nurserie. Dans 5 ans, il se peut qu'il n'y ait plus de poissons. Quoi. Mais si ce n'est pas respecté, à court terme, vous n'aurez plus de poissons à pêcher. Tu es conscient que depuis quelques années, tu n'as jamais aussi bien pêché. Oui, ça c'est vrai. Quand j'ai un peu le temps, je pique une tête dans le lagon. C'est vrai que j'ai senti que ça revient. Ça c'est clair. En fait, on sait là où il est le poisson. Il est là. Voilà, il est là. Mais plus ça va, plus on est un petit peu... Il faut qu'on joue le jeu aussi en fait. Mon intérêt, moi, c'est de remplir mon bateau. Mais est-ce que je ramasse tout d'un coup ou bien je pense à demain? C'est ça, en sachant aussi on a la jeunesse au niveau des pêcheurs, mais il y a les pêcheurs qui sont pas loin de la retraite, qui continuent et ils ont fait que ça. Ils n'entendent pas de cette oreille la protection du poisson. Petite Terre est devenue un poste d'observation privilégié pour les scientifiques. Aujourd'hui, ce sont les naturalistes de l'association AEVA qui débarquent sur l'île. Avec eux, un observateur très attentif, Fabien Salle, le tout nouveau garde venu des Pyrénées. Après un premier contact avec la forêt et la soufrière, il doit se familiariser avec les îlets et surtout avec une espèce animale qui fait la renommée de Petite Terre. Toute première visite sur cet endroit qui est vraiment bien sympa. On a vraiment une ambiance d'île très, très forte, très prononcée. Des eaux vraiment très très belles. Là. Ça donne vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a au fond. Vous savez ce que vous allez faire là? On va faire un comptage d'iguanes là, cet après-midi. C'est à l'observateur d'évaluer si il est là. Tout juste débarqué, l'équipe entame une campagne de comptage des iguanes qui va durer plusieurs jours. Bon, le protocole est prévu pour être fait par combien de personnes? L'idéal, c'est 5 personnes. Il y en a 2 qui comptent à gauche, 2 qui comptent à droite, et le 5e, c'est le scribe. Il note tout ce que les autres lui disent.
C'est quoi l'intérêt pour vous de cette comptabilité? Il y a probablement un tiers du stock mondial de l'espèce qui se trouve sur les îles de la Petite Terre. Le deuxième tiers se trouve à la Désirade et le troisième à la Dominique. Si subitement on a une chute de population ou une forte mortalité, c'est important qu'on s'en rende compte pour voir si on peut intervenir, faire quelque chose pour ne pas perdre l'espèce. C'est là le... Non, allez, on suit. Joël, on y va. Olivier. Pour ce recensement, ce sont les gardiens de la réserve qui servent de guide. T'en as sous ta droite. Alors, un iguane perché à plus de 10 mètres. Il y en a 2 dans l'arbre et un au sol. Donc à gauche. À gauche. Ah, ils se confondent bien dans les arbres quand même. Ça, c'est quoi? Soit une femelle, soit un jeune adulte. C'est le vert qui vous fait dire ça, d'accord. Les jeunes, les tout jeunes sont vert émeraude. D'accord. Donc là, il mange des feuilles, il est insectivore. Enfin, non, herbivore exclusivement. Tu vois la végétation là, si tu regardes aux jumelles, les feuilles sont toutes. Les buissons, ils sont rasés. Ah oui, c'est taillé là. Voilà, taillé. Ouais, absolument. Comme avec un sécateur. C'est quand même des bestioles étonnantes qui. C'est vrai, avec une tête un peu, enfin un aspect un peu préhistorique, quoi. Donc un peu loin du mouton ou de la brebis des Pyrénées, là. Voilà, mais on n'est pas très loin du lézard et puis d'autres animaux qu'on retrouve aussi ailleurs. Aujourd'hui, en Guadeloupe, l'espèce est tout simplement menacée d'extinction. Et Petite Terre est devenue un sanctuaire. Est-ce qu'il a des prédateurs, l'iguane? Alors, l'iguane adulte, dans le contexte antillais, non, il n'y a pas de prédateurs. Mais les œufs et les nouveau-nés, oui, ils en ont. Les scientifiques vont recenser près de 8000 iguanes. Fabien est conquis. Regardez là, comme il est tranquille. Pour l'instant, la Guadeloupe, c'est oui. On continue. Ah oui, on continue. Ah, Dans 2 jours, Fabien partira de Petite Terre. Il ira rejoindre son poste de guide nature sur la zone de la Soufrière.